Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, moi c'est Sarah. Et moi c'est Angélica. Alors en ce mois de mars, on parle de la santé et on a la chance de recevoir aujourd'hui Olfa. Bonjour. Et Cécilia. Bonjour. Alors pour la petite particularité, on a le bébé d'Olfa qui est avec nous et Angélica qui est par téléphone. Donc Désolée pour les petits bruits. Alors Olfa, est-ce que tu veux te présenter ? Oui. Alors je m'appelle Olfa, j'ai 35 ans, je suis infirmière libérale sur Nice, petit qui a 5 mois et voilà. Cécilia, tu veux te présenter ? Oui, alors Cécilia, 42 ans, je suis photographe réalisatrice et il y a 2 ans, j'ai ma vie qui a basculé à la suite d'un accident de la route. Ok. Voilà. Et donc je suis aujourd'hui paraplégique et amputée fémorale. Et tu es venue habiter à Nice du coup ? Et j'ai un petit peu accéléré ma venue à Nice. J'étais à Paris quand ça s'est produit, ça faisait 20 ans que je vivais à Paris et j'avais déjà envie de partir un peu de Paris. Et fatalement, l'accident a précipité un petit peu la chose. Donc, je suis revenue dans ma ville natale. Proche de ta famille ? C'est ça, me rapprocher de ma famille. Et puis, au soleil et près de la mer, la vie y est plus douce. D'accord. Et du coup, Olfa, toi, tu es infirmière et tu t'occupes de quelle sorte de personnes malades ? Alors moi je m'occupe surtout des patients qui sont dépendants, donc surtout les personnes âgées. J'ai à peu près dans ma tournée une quinzaine de patients chroniques. De temps à autre, avec ma collègue, puisqu'on est deux dans le cabinet, on est deux titulaires, on peut prendre des patients, on va dire, pour un certain temps, mais on préfère pour l'instant se concentrer sur nos petits patients chroniques pour justement prendre le temps avec eux pendant la tournée et voilà quoi. Et c'était une vocation, c'est ce que tu voulais toujours faire ou Alors oui et non. À 15 ans, c'est sûr, je pensais pas être infirmière à 15 ans, mais en fait, moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai un bac pro secrétariat, j'ai eu un BTS management. J'ai travaillé quelques temps en fait dans les RH et en fait du jour au lendemain, en fait, ça me plaisait de moins en moins ce travail-là. Du coup, je suis allée voir ma conseillère Pôle emploi. On a fait un bilan de compétences toutes les deux et en fait, elle m'a dit que j'étais très humaine et que il fallait à tout prix que je vise plutôt les métiers sociaux et médicaux. Et vu mon niveau d'études, elle m'a dit pourquoi pas infirmière. Ah, je lui ai dit pourquoi pas. Donc j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis entrée à l'école à l'âge de 26 ans et je suis sortie de l'école diplômée au bout de 3 ans. Et depuis, je suis infirmière et je suis complètement épanouie. Voilà. J'ai d'abord commencé parce qu'il faut savoir que avant de se lancer à son propre compte, faut avoir 2 ans d'expérience. Donc j'ai fait en fait principalement des EHPAD, donc les personnes âgées. Moi les personnes âgées, c'est ce que j'apprécie le plus dans mon travail parce qu'ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Du coup, j'ai fait de l'EHPAD pendant 2 ans et après en fait, j'ai voulu me lancer à mon propre compte pour justement être un peu plus indépendante et surtout pour trouver le temps et pour mettre un peu plus de temps avec mes petits patients pour que la prise en charge en fait, elle soit complète de A à Z parce qu'en EHPAD, faut savoir qu'on n'est pas seul. Il y a beaucoup de soignants et chacun a son rôle. Et alors que quand on est libéral, ça englobe tout en fait. Je pense que tout le monde, je sais pas si Cécilia, toi, t'as eu recours ou pas à des infirmières à domicile, mais ça englobe vraiment la partie relationnelle, la partie technicité, voilà quoi. Après, avec les personnes âgées, moi, je suis aussi un peu comme leur petite fille. Il y en a beaucoup qui me le disent. Oui, je te considère comme ma petite fille. Bon, voilà, c'est un peu plus familial, on va dire. C'est chouette. Voilà. C'est chouette, mais du coup, c'est la question que je me pose, c'est genre, comme si tu les considères un peu aussi comme tes grands-parents, est-ce que face à la maladie, du coup, est-ce que c'est pas dur de s'attacher? Est-ce que des fois, t'as perdu des gens à qui t'étais très attaché, du coup, tu t'es dit, ah là, faut plus que je m'attache? C'est quoi ça a été dur parce que j'en ai parlé à Sarah il y a quelques jours. On a perdu une patiente récemment, il y a une dizaine de jours. Elle a fait un AVC. Ça a été très très compliqué parce que dans mon malheur, c'était pas moi qui travaillais, mais ma collègue.
C'est vrai qu'avec ma collègue, on s'est appelé juste après. On est resté une bonne heure au téléphone ensemble. Je sais pas comment l'expliquer, mais après, avec le temps, avec l'expérience, on arrive en fait à se focaliser dans notre travail, à se dire oui, bon, c'est la maladie, c'est des personnes âgées, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. C'est pas comme des enfants où du jour au lendemain on les perd, c'est complètement différent. Ou une personne beaucoup plus jeune, la trentaine, la quarantaine, là c'est différent. Là, nous, notre patientèle, la plupart de nos patients, ils ont entre 85 et 95 ans. Donc je me dis que bon, la vie, ils l'ont vécu, et puis elle est partie sans souffrir. Donc c'est ce qui compte pour nous en fait, hein. On s'y attend, hein. En fait, quand on commence notre matinée, on se dit bah peut-être qu'aujourd'hui on va perdre un patient, mais ça fait partie après de la vie, la mort. Donc après, je sais pas comment, voilà, ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Après on relativise et puis on parle beaucoup aussi aux proches de la famille, à leur famille. Puis leurs familles, ils sont très contents. Enfin, ils disent qu'ils ont vécu ces dernières années, notamment la personne qu'on a perdue là. Elle a vécu de très belles années. On s'en est occupé aussi. On s'en occupe depuis un moment sur notre tournée. Et ils étaient très contents de nous. Donc voilà quoi. Elle est partie, mais avec le sourire, on va dire, la patiente. Et c'est ce qui compte. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est que la mort, ça fait partie de la vie. Ah et oui. c'est vrai que dans notre pays occidental, on essaye de pas trop en parler, en fait. C'est un peu tabou. C'est un peu tabou. Oui, on voit bien, même ne serait-ce que la vieillesse. On prend pas soin, entre guillemets, de nos personnes âgées, puisque dans certains pays, on les achète. On les garde, on les prend chez soi, alors que en Europe, en Occident, on les met dans des EHPAD. Donc, ne serait-ce que ça, et la mort, effectivement, on n'en parle pas, c'est un peu tabou. À part les personnes peut-être religieuses qui ont une autre approche de la mort, mais quand on est athée, effectivement, on n'a pas le même rapport. Du coup, Cécilia, le rapport à la mort, c'est quelque chose que tu as frôlé de très près. Et comment tu... Moi, c'est très étrange parce que j'avais une peur bleue de la mort. Depuis que je suis petite, j'ai un rapport à la mort qui est très étrange, qui peut me créer des angoisses. J'ai peur de la mort de mes proches, la mort de ma propre mort. Et quand j'ai eu l'accident, les médecins avaient dit à mes parents, si elle se réveille du coma, parce qu'il y avait de fortes chances pour que je meure. Je suis quand même une miraculée. J'ai au moins 4 blessures mortelles. C'est un vrai miracle que je sois en vie. Et paradoxalement... Pardon, je suis désolée, je te coupe, mais est-ce que du coup, tu veux un peu nous résumer vite fait ton accident pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire? Oui. Du coup, il y a 2 ans, je rentrais chez moi en scooter. J'étais à Paris, j'étais à 30 secondes de chez moi. Et en fait, j'ai croisé la route d'une voiture folle, un homme qui était complètement ivre avec 3 amis à lui dans la voiture, qui roulait à plus de 100 au lieu de 30 et qui a doublé un bus et m'a confrontée. M'a heurté de manière frontale. Donc du coup, j'ai été amputée du pied gauche sur le moment. Et en fait, il m'a explosé des pieds à la tête. Hein. Vraiment, j'ai que le visage qui n'a pas été touché, puisque j'ai eu la colonne vertébrale, j'ai eu donc mes 2 fémurs explosés, j'ai eu 6 côtes cassées. L'os occipital, c'est l'os de la tête qui a été cassé, donc ça c'est quand même une blessure mortelle. J'ai fait embolie pulmonaire, j'ai eu une dissection de l'aorte, de l'artère, j'ai eu le foie touché, les reins touchés, enfin vraiment tout, tout. Et donc ils m'ont mis dans le coma. Alors moi je me rappelle pas de l'accident. J'ai vraiment un blackout à partir du moment où je remonte sur mon scooter. Et je me rappelle de mon coma qui était horrible. Et à partir du moment où je me réveille de mon coma. Et ils m'ont mis dans le coma artificiel parce que j'avais trop de blessures. Donc pendant 7 jours, j'ai été dans le coma. Et paradoxalement, pendant la première année après mon accident, j'étais vachement apaisée par rapport à la mort. Parce que je sais pas comme, en fait, je pourrais pas trop l'expliquer pourquoi tout d'un coup, alors que je l'ai fréquenté de près, je l'ai touché de près, j'ai été vachement apaisée. Et depuis quelque temps, ça reprend un peu. Je restresse un peu par rapport à la mort, mais j'essaie de relativiser parce qu'effectivement, de toute façon, c'est un passage obligé. Donc voilà, il faut faire avec. Et c'est pour ça que la vie est si belle d'ailleurs, c'est parce qu'il y a la mort. Et comment tu retrouves, dans ce que tu nous racontes, on a l'impression que c'est quand même un accident incroyable. Et comment tu retrouves la pulsion de vie
En fait, je crois que je l'ai toujours eu avant mon accident. J'étais une grosse boulimique de la vie. Et, et en fait, je me rappelle quand je me suis réveillée de mon coma. Donc, mon coma était assez cauchemardesque. Donc, même terriblement cauchemardesque. Et donc, moi, quand je me suis réveillée, c'était un soulagement de voir que je sortais de ce coma. Et en fait, j'ai la vision de ma mère toute heureuse que je me réveille. Et donc, j'étais intubée. Je suis restée intubée pendant 5 jours. Et tant qu'on est intubé, donc je peux pas parler, manger, boire, etc. Et surtout, tant qu'on est intubé, on nous explique pas ce qu'on a. Moi, on m'avait pas dit que j'étais paraplégique, amputée. Je ne savais pas. Ils attendent d'être extubé pour te le dire, pour que tu puisses réagir, poser les questions que tu veux, hurler, pleurer, faire voilà. Et donc, pendant 5 jours, je suis restée intubée sans réellement savoir ce que j'avais, mais je me doutais que ça sentait mauvais, cette histoire, parce que je me suis réveillée avec les bras attachés, je peux pas parler, je sens pas la moitié de mon corps. Bon, j'étais shootée à la morphine, hein, donc ça passe un peu, mais le visage de ma mère, heureuse de voir que je la reconnaissais, parce que je lui souris tout de suite. En fait, on avait dit à mes parents que si je me réveillais, il y avait de fortes chances pour que je sois un légume. Et de voir les yeux si heureux de ma mère, de voir que je la reconnaissais. Et ma mère dès le début m'a dit: oh, mais t'es vivante, c'est extraordinaire. Et j'avais la mobilité des bras, donc j'avais mes bras et toute ma tête. Et de voir qu'elle était heureuse de ça m'a, je sais pas, et de voir que j'étais en vie, j'étais contente juste d'être en vie, en fait. Et dans ces circonstances, parce qu'effectivement, à partir du moment où j'ai mes 2 bras, que je suis pas, bon, il y a des tétraplégiques qui s'en sortent bien, des tétraplégiques incomplets qui arrivent à bouger leurs bras quand même et avancer leur fauteuil roulant, mais c'est quand même un plus gros handicap. Là, moi, avec mes 2 bras et toute ma tête, je peux quand même faire beaucoup de choses. Donc, je pense que le goût de la vie était là dès le début, en fait, quand j'ai su que j'étais vivante, tout simplement, quoi. Et comment on appréhende, comment on se réconcilie, comment on rencontre ce nouveau corps? C'est un nouveau corps dans le sens où, en fait, je le reconnais pas. C'est plus mon corps. Moi, j'étais très sportive, donc très musclée. Là, aujourd'hui, à partir du nombril, donc je ne sens plus mon corps, mais j'ai énormément de douleurs neuropathiques. Donc, à partir du nombril, paradoxalement, là où je devrais rien sentir, en fait, je sens énormément de choses, de grosses douleurs. Et On appelle les douleurs fantômes. alors, les douleurs fantômes, c'est ce qu'on appelle avec le membre absent. Mais c'est la même chose parce que les douleurs neuropathiques, on va dire, c'est les douleurs que moi je ressens à partir du nombril, mais c'est la même chose que les douleurs fantômes. Moi, je ressens exactement les mêmes douleurs, que ce soit à gauche où j'ai plus de jambes et à droite où les fesses ou à partir du nombril, les pieds, je ressens la même chose. Et c'est vrai que du coup, ce corps, moi, à part quelques grains de beauté qui me raccrochent à mon ancien corps, je le reconnais pas, c'est pas mon corps en fait. Mais voilà, il est flasque, il est très étrange. Enfin, mais c'est assez surréaliste en fait. Moi, quand j'ai commencé à avoir, donc déjà, j'ai pas voulu voir mon amputation pendant 2 mois. Mais j'ai été pas amputée aussi haut au début. J'étais amputée sous le genou et puis petit à petit, on m'a amputée parce que je faisais la gangrène, infection. Et finalement, on m'a coupée au milieu de la cuisse, donc c'est assez court. Et pendant 2 mois, j'ai pas voulu voir mon corps parce que je trouvais que c'était violent. Enfin, j'imaginais que ça allait être violent. Et c'est quand je suis arrivée en centre de rééducation, ma kiné partait, je suis arrivée le 22 décembre, donc le lendemain, elle partait en vacances de Noël et elle m'a dit: ton devoir pour les vacances, c'est de t'approprier ce nouveau corps. Donc j'appréhendais un peu parce qu'en plus, j'ai eu là où il y a le fémur qui est explosé, j'avais un gros trou avec un vac, une machine qui aspirait. C'est pas très joli à voir tout ça, quoi. Et je me suis lancée, j'ai regardé mon corps et en fait, le fait d'avoir attendu si longtemps, 2 mois peut-être, je me suis pas brusquée, je me suis pas forcée. J'ai attendu quand même pour me le réapproprier justement. Et c'est vrai que au début, quand je me voyais dans le miroir, c'est très surréaliste de voir un corps qui n'est pas celui que tu connais depuis que t'es né. En fait, t'es né avec 2 jambes, c'est très étrange. Voilà, donc je faisais beaucoup de sport, donc j'avais le corps que je connaissais depuis des années. Là, tout d'un coup, je le reconnais plus. Mais étrangement, moi qui étais très complexée, parce que la société
nous impose un petit peu une facette et nous rend complètement complexés, nous les femmes, là où il n'y a pas besoin spécialement. Là où j'étais très complexée avant, aujourd'hui, j'ai pas du tout le même rapport à mon corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois plus 1 kilo, 2 kilos, un peu de cellulite ou quoi que ce soit de trop. Non, c'est aujourd'hui, je vois un corps qui m'a sauvée de quelque chose de complètement incroyable en fait. Il est fort mon corps, il est magnifique en fait. Donc c'est mon corps. Bien sûr que j'ai encore, je pense, la pudeur. Par exemple, j'ai pas envie d'aller à la plage avec des amis. Mes amis n'ont pas vu mon corps euh, mutilé parce qu'il est mutilé. Mais quand je me vois dans le miroir, je vois pas un corps horrible. Je vois un corps qui m'a sauvé la vie. Donc je l'aime aujourd'hui. J'ai totalement une approche différente. C'est marrant parce que tous les patients, moi, que j'ai soignés, qui ont eu justement des graves accidents de la route ou même qui sont handicapés de naissance ou voilà, et ben ils ont justement cet état d'esprit justement. C'est des warriors en fait. Ils sont forts émotionnellement. Ils arrivent à en fait maintenant la vie en fait ils la voient d'une autre manière, alors que nous, enfin moi perso je parle de moi par exemple, qui n'a pas eu d'accident, qui est en bonne santé, voilà. On voit pas la vie de la même façon, alors que les patients justement qui ont eu justement quelque chose de très grave, enfin, ils vivent la vie à 100 à l'heure, ils sont hyper épanouis. Chaque chose qu'ils font, en fait, c'est comme s'ils le faisaient, mais pour la première et la dernière fois, mais ils le font, mais à fond. Et puis ils ont un état d'esprit, mais ils sont magnifiques, quoi. Enfin, c'est pour ça aussi, c'est ça aussi qui est beau dans mon métier aussi, c'est de croiser ces patients-là. En fait, ils t'apprennent en fait la vie, ils t'apprennent en fait à aimer la vie, malgré justement, comme tu dis, Cécilia, ce que la société en fait en tant que femme nous demande d'être belle, mince, grande, fine, etc. En fait, on n'est pas parfaite, hein, on n'est pas parfaite et on peut avoir des accidents de la vie, on peut être né avec une jambe en moins, un bras en moins, et mais on peut va s'épanouir dans notre vie personnelle et se dire qu'en fait, on est capable de tout. On est capable de tout. Voilà, c'est magnifique. Parce que ce qu'on oublie un peu trop dans cette société, je trouve, c'est que le corps, il est là pour nous sauver. C'est pas bien sûr qu'il peut être beau, mais c'est pas son rôle principal en fait. Le rôle principal, c'est d'être en bonne santé, de nous aider à vivre. Et puis bon, après, je pense que les gens, moi, je vais parler en mon nom, je ne peux pas parler en nom des autres, mais par exemple, moi, je ne peux plus m'occuper à savoir si j'ai 1 kilo en trop ou pas, parce qu'en fait, mon corps ne ressemble plus à un modèle standard. Il est hors norme aujourd'hui. Donc, je peux même plus me comparer. Il y a même plus de comparaison à avoir qu'on fait indirectement, même si je me comparais pas avant, mais avant, on regarde des standards de beauté et on se dit on correspond pas parce qu'on n'est pas parfait, même si on a beau savoir que c'est photoshopé. Bon, là aujourd'hui, moi je suis en fauteuil, je suis mutilée. Bon, je ne peux plus me comparer. Il y a plus de rapport. Et tu penses que ça aide le fait qu'il y ait plus de comparaison possible? Bien sûr, parce que alors il y a ça, le fait que déjà. Bien sûr, je peux pas me comparer à quelqu'un qui a un corps normal, enfin qui est debout. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai d'autres priorités. C'est-à-dire que aujourd'hui, une belle journée pour moi, c'est de pas tomber de mon fauteuil, c'est de pouvoir me doucher normalement, sortir de ma baignoire sans me casser la figure. C'est traverser un trottoir sans tomber, c'est aller aux toilettes normalement, me sonder parce que je ne fais plus rien comme avant, ni comme n'importe qui. Donc j'ai plus les mêmes priorités et quand avant je n'avais pas du tout ce souci. Moi, une journée c'était je sais pas si j'avais bien travaillé, que j'avais trouvé des clients intéressants, que je sortais avec mes amis, etc. Aujourd'hui, ma priorité principale c'est des choses basiques comme me sortir de mon lit sans tomber. Donc on n'a plus le même rapport à la vie que n'importe qui en fait. C'est Et plus du coup, la gratitude se place ailleurs, en fait. oui. Et puis après moi j'ai toujours été comme ça. Hein. Bien avant mon accident, j'étais déjà à remercier la vie, à aimer un rayon de soleil qui sortait d'un nuage, les fleurs, les oiseaux. Bon, donc ça fait partie de ma nature. Mais c'est vrai que à partir du moment où on vit un accident comme j'ai vécu, où je suis restée 9 mois en centre de rééducation quand même, on voit plus la vie de la même manière. C'est-à-dire que et puis nos objectifs sont différents, nos objectifs de vie.
C'est d'aller bien, d'essayer. Moi, je suis comme un enfant de 4-5 ans à qui on apprend à marcher, qui marche, mais qui se casse un peu la gueule de temps en temps. Moi, je suis un bébé para, comme on dit. Donc, je suis pas encore adolescente. T'es pas encore aux Jeux Olympiques, mais Bientôt. Pas encore, pas encore. Et qu'est-ce que tu as fait, par exemple, enfin, comme on se connaît un peu, donc, enfin, je vais poser la question honnêtement sans se dire, qu'est-ce que tu as fait un peu? La voile, par exemple, Oui. c'était quelque chose que tu avais déjà fait ou ça a été une nouveauté? Non, moi j'ai découvert beaucoup de sports en fait depuis que je suis en fauteuil parce que contrairement à ce qu'on imagine, la vie ne s'arrête pas quand on est en fauteuil et au contraire, on peut pratiquement tout faire. Pas de la même manière, mais on peut tout faire. Tu vois, j'ai fait depuis que j'ai eu l'accident, j'ai fait de la voile, j'ai fait du hand, j'ai essayé le tennis, j'ai fait du karaté, de la boxe pendant 1 an. Là, j'ai un coach sportif. En fait, je vais partir au ski. Voilà, on peut tout faire. Tout faire. Après, c'est sûr quoi, il faut se réapproprier le corps, le sport, c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'on peut tout faire. Et la voile, en fait, j'étais en centre de rééducation et dans le département du 06, chaque mois de juin, ils ouvrent des sports de voile à des personnes en situation de handicap et donc ils nous font faire du trimaran, du kayak, etc. Et quand je le faisais, il y a une nana qui m'a demandé, mais ça te dirait d'en faire, d'apprendre à en faire cette année. Et donc pendant 1 an, je suis allée le mercredi, enfin quand il faisait beau ou quand je pouvais, parce que j'ai été opérée, donc c'était pas vraiment 1 an complète, mais j'ai appris j'étais sur un petit voilier, alors tout petit, mais seul. Avec 2 voiles, à apprendre à diriger mon bateau, ce que c'est qu'un foc, une grande voile, etc. quoi. Purée, c'est canon. Ouais. C'est canon de mettre en place ce type d'activité justement parce que en fait c'est un peu tabou, mais il y a beaucoup d'handicapés en France, donc c'est important aussi de pouvoir mettre en place justement ce type d'activité-là parce que c'est des gens en fait comme normaux qui ont besoin de vivre, qui ont besoin justement de sortir et de s'éclater, voilà quoi mais oui, Mais on n'imagine pas le nombre d'associations qui sont là. Moi, j'ai fait avec une association. Je suis partie 1 semaine avec l'association Comme les Autres, où on part faire des sports. On ne sait pas ce qu'on va faire comme activité, mais ça des activités sous l'eau, sur terre terrestre et mécanique. Et moi, j'ai fait du quad, j'ai fait du karting, j'ai fait de la plongée. En fait, on pourrait faire du parapente, on peut faire énormément de choses. Et il y a quand même beaucoup d'associations qui sont là pour nous aider parce que pour le coup, on peut pas le faire seul. C'est plus compliqué. Moi, je pourrais pas monter dans mon bateau toute seule. J'ai besoin de quelqu'un qui me soulève, qui s'occupe de la grue pour me mettre dans le bateau. Pareil pour alors le ski, je sais que j'ai des copains qui vont seuls, mais voilà, il faut être accompagné quand même, du moins les premiers temps. On a besoin d'être accompagné là où on pouvait faire les choses seul avant, mais on peut quand même faire les choses. Est-ce que les infos d'association, elles sont venues à toi ou c'est toi qui as dû aller les chercher? Est-ce que dans les hôpitaux, est-ce que des infirmières que tu as croisées et tout, c'est des gens qui te donnent les tips, les noms, qui ont entendu parler, ou est-ce que c'est à toi d'aller chercher un peu tout ça pour les gens qui nous écoutent Alors, je pense l'association Comme les Autres, ils ont des handicapés référents. Je sais pas d'ailleurs si on le dit comme ça, mais je crois que c'est des référents handicap, je dirais, qui vont régulièrement dans les hôpitaux. Mais ils sont pour parler. handicapés, enfin, voilà. Oui, ils sont handicapés eux-mêmes. Alors après, moi, j'ai donc mon goût pour la vie a fait que dès que j'ai été à l'hôpital, j'ai dit mais moi je veux faire du sport, je veux comment je vais voyager. Moi, c'était ma priorité principale parce que je voyageais beaucoup seule, sac à dos. Je suis partie en Colombie, en Chine, en Afrique, seule avec mon sac à dos et mon appareil photo. Et c'était une grosse inquiétude. Le voyage. Alors aujourd'hui, je pourrais plus voyager seule parce que ne serait-ce que pour pousser ma valise, c'est pas impossible. J'en connais qui le font, mais c'est très très compliqué. Et puis voilà, ne serait-ce que mon appareil photo, j'ai du mal à le porter parce qu'il est lourd. Et puis il y a le matériel. Enfin, c'est compliqué de voyager seule, mais en tout cas, j'étais à l'hôpital et je parlais de ça avec les infirmières et elles m'ont dit ah mais il y a un référent handicap de l'association Comme les Autres qui est là, tu peux lui en parler, parce qu'ils sont là pour rassurer les personnes en situation de handicap, parce que c'est nouveau, tout ça c'est un nouveau monde en fait, c'est un monde parallèle et auquel on peut pas
Bah, quand t'es valide, tu y penses pas spécialement. Et quand il t'arrive quelque chose comme ça, t'as déjà énormément de paperasse à t'occuper avec l'administration. Tu dois te réapproprier le corps. Bon, bah, c'est sûr que c'est plus simple quand des gens viennent t'aider, t'indiquer comment faire, te rassurer. Et puis aussi, moi, j'ai remarqué pour énormément de questions, bah, il y a rien de plus rassurant que de voir le témoignage des gens qui sont passés par là. En fait, on n'est pas seul dans ce cas. Bien sûr qu'on est seul parce que c'est ton accident. En fait, un paraplégique ne ressemble pas à un autre. On a tous une lésion plus ou moins haute qui fait que on a des abdos ou pas. Moi, je suis amputée alors que les autres le sont pas, donc j'ai manque d'équilibre énormément. Puis on a notre propre accident. Enfin, voilà, j'en connais. Ils ont eu des accidents de ski ou de luge ou de plongée. Bon, bah c'est pas pareil que moi qui ai eu un accident de la route très violent. Des fois, il y a des maladies. Enfin, on n'est pas identiques. Cependant, on vit un peu la même galère. Le fauteuil, comment se déplacer en fauteuil, comment réapprendre à se réapproprier ce corps, à vivre avec ce corps. Et les témoignages, bah, il y a rien de plus précieux. C'est rassurant. Et en tout cas, j'ai rencontré donc les infirmières, moi, me parlaient de ça. Mais c'est surtout les référents des associations qui te rassurent et puis finalement, c'est un cheminement qui va assez vite, quoi. C'est-à-dire qu'on te donne le nom de quelqu'un, tu le rencontres, puis on te redonne d'autres noms. Moi, j'ai mes amis, j'étais très entourée et mes amis étaient un peu désespérés pour moi et bah, quand il arrive quelque chose comme ça à un de tes proches, tu te sens un peu impuissant. Donc la seule chose que tu fais, c'est essayer de te renseigner pour comment améliorer sa vie. Donc tout le monde, tous mes amis me disaient, je me suis renseignée sur telle association, tu pourras voyager avec, tu pourras faire ci, ça. Et encore aujourd'hui, on me donne des noms de gens, appelle-le, tu pourras aller skier, fais ci, fais ça. Enfin voilà. Donc ça va vite, le bouche à oreille va très vite. C'est ce qui est chouette dans ce que tu racontes, c'est le lien en fait. Et on se rend compte qu'avec le lien, ben, c'est la source de la vie. Et s'il y a pas de lien, bah toi, ton métier, c'est du lien, Olfa. C'est ça exactement. On a besoin justement d'échanges entre patients, entre les familles, surtout beaucoup les familles, surtout dans le milieu du libéral. C'est hyper important. Ça permet justement de garder cette proximité et de faire les choses, le plus correctement possible. Parce que bon, rien n'est parfait, hein, mais il y aura toujours des personnes qui seront pas très contents, mais la plupart du temps, c'est voilà, comme tu dis, le lien c'est hyper important en fait, hein, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans notre vie professionnelle, même en tant que photographe. Enfin, je veux dire, c'est très très voilà, c'est ce qu'il y a de primordial, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, tu parles de la famille. Moi, je ne savais pas, parce que moi, le monde médical m'était complètement inconnu avant mon accident. Mais quand j'étais à l'hôpital, les infirmières et infirmiers, il y a plus de femmes, donc on va dire Oui, infirmières en premier, mais il y a des infirmiers aussi. En fait, elles s'occupaient également de mes parents ou de mes proches, c'est-à-dire que je me rappelle d'une infirmière qui régulièrement allait voir mes parents. Alors comment vous vous sentez? Elle prenait le temps de parler avec eux parce que l'entourage aussi est démuni, voire limite plus que quand on le vit nous-mêmes, parce que nous, en fait, c'est tellement surréaliste, gros, et puis on a tellement de choses à apprendre, à voir, etc., qu'on est pris dans un engrenage. Mais l'entourage se sent très impuissant. Et puis c'est une souffrance terrible il faut pas oublier l'entourage en fait, qui vit par ricochet, mais qui vit totalement ça, ouais. Et c'est vrai que moi j'ai vu que le corps alors pas tout le temps parce que c'est compliqué, mais par exemple quand j'étais en réa, les infirmiers et infirmières étaient incroyables et ils sont beaucoup occupés de mes parents et en centre de rééducation à Garches où j'étais également. C'était la psy par exemple que je voyais, elle a vu mes parents. Enfin, ils sont là pas que pour les personnes hospitalisées, ils sont là pour l'entourage. Oui, à l'école, c'est ce qu'on nous apprend, hein. C'est quand on s'occupe justement d'un malade qui ne peut malheureusement plus s'exprimer ou plus, bon, mis à part si le malade dit non, mais je veux que vous dites rien à ma famille, c'est le secret médical qui prime, là. Mais sinon, on s'occupe. De toute façon, le soin, ça englobe le patient et la famille. C'est 50%, 50-60% le patient et le reste, c'est la famille. Faut les rassurer. Faut leur dire que tout va bien se passer, qu'ils vont bien retrouver leur fille ou leur fils, que voilà. Après, moi, par exemple, c'est surtout au service pédiatrique avec les enfants, quand les enfants ne peuvent pas trop s'exprimer aussi face à leur maladie,
il y a beaucoup, il faut rassurer la mère, il faut rassurer le père. Ça fait partie justement des choses qu'il faut faire, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça, et c'est ça la magie des soins, justement. C'est quand on aime ce qu'on fait, on aime parler aux gens. Faut savoir parler aux gens, faut les comprendre, faut se mettre plus ou moins à leur place. Je dis plus ou moins parce que faut pas non plus se mettre totalement à leur place, parce que leur place, elle est vraiment, voilà, il est le père ou la mère ou la fille du patient. Mais voilà, faut être bienveillant, et faut avoir un peu d'empathie, et c'est ce qui me résume en tant que personne déjà de base. Donc voilà, quoi. Voilà. Et de toute façon, en tant que patient, moi j'avais mes parents et mes amis qui étaient très très présents. Mais effectivement, quand on les voit démunis, arriver tristes, enfin il y a rien de pire, parce que même si je sais que c'est pas moi directement qui leur ai fait du mal, moi je me disais, le premier mot que j'ai pu dire quand on m'a extubé, c'est pardon à mes parents. Ils me disaient, mais pourquoi pardon, t'as rien fait? J'étais juste là au mauvais moment, au mauvais endroit. J'ai rencontré une mauvaise personne, mais parce qu'en fait, on culpabilise énormément d'avoir fait du mal à nos proches, de voir nos parents pleurer et s'inquiéter pour nous. Alors que j'ai 40 ans, bon, c'est pas entre guillemets normal, quoi. Et c'est vrai que je pense que quand le corps médical s'occupe également des parents, et que du coup les parents vont mieux. Enfin, moi, je parle en mon nom, donc mes parents, mais et que on prend soin de nos parents, ça nous fait du bien à nous aussi, parce qu'on a besoin que nos proches soient forts pour nous également. Et donc, ça passe par le corps médical qui aide les parents, et donc du coup indirectement qui nous aide. Je reste sans voix à vous écouter. C'est très beau. Après, Olfa, en étant complètement honnête, c'est l'infirmière de mon papa, donc je suis assez touchée parce que je peux en témoigner directement, qui s'occupe bien de ma famille aussi, et c'est enfin voilà, c'est beau. Et puis les rencontres se font pas par hasard aussi, et je pense que ça me touche beaucoup que tu sois venue témoigner aujourd'hui avec Cécilia aussi. Enfin, je trouve ça très très beau, parce que comme tu disais tout à l'heure, la chose la plus précieuse, c'est le témoignage. Et en fait, je pense que tu l'as dit sans te rendre compte que tu étais en train de faire un truc très précieux, parce que c'est ce que tu es en train de faire. Du coup, je trouve ça super super joli. C'est vital de savoir que notre monde ne s'arrête pas, et qu'il existe un autre monde après, et c'est en voyant ce que les autres font. Et il y a des gens qui font des choses extraordinaires, et on le voit tout le temps, tous les jours. Alors dans mon cas, des personnes paraplégiques, et c'est vrai que j'en entends parler tout le temps. Et oui, le monde ne s'arrête pas, et c'est important de savoir que ça existe. Donc le témoignage est vital, de se rendre compte voilà, on n'est pas seul à le vivre, parce que ça c'est le plus terrible, quoi. Oui, l'essentiel, c'est d'être entouré, et d'être surtout bien entouré, et voilà, d'être capable en fait de surmonter un peu l'accident avec la famille, le personnel soignant, et voilà. Et tu vois, le personnel soignant, moi j'en garde c'est terrible ce que je vais dire, parce que c'est très étrange, mais par exemple mon séjour en réa, moi, j'en garde un bon souvenir. Mais pourquoi un bon souvenir? C'était horrible, hein, parce que je souffrais, ma vie s'écroulait. En un quart de seconde, ma vie a pris une tournure. Mon copain m'a quitté, j'ai plus de travail, j'avais plus un corps que je connaissais. J'étais en plus, quand t'es en réa, on sait pas si tu vas survivre ou pas. T'es en balance, mais j'ai un souvenir de ces soignants, de ces aides-soignantes et ces infirmiers, mais tellement, je sais pas comment dire. J'étais dans une petite bulle de douceur, ils étaient géniaux, et moi, ouais, je garde un très bon souvenir de ce personnel soignant. Pareil à Garches, en centre de rééducation où j'étais, j'ai des soignants avec qui on échange encore des textos 1 an et demi plus tard. On s'envoie des petits messages régulièrement. Ma kiné, elle était extraordinaire. C'est-à-dire que je pense que si j'ai aussi bien récupéré aussi vite et appris, alors bien sûr il y a le caractère, mais je pense que si je n'avais pas rencontré cette kiné, j'aurais peut-être mis plus de temps. Ouais. C'est un échange, c'est ça aussi, hein. C'est sûr que j'ai eu la malchance, c'est normal, avec tous les infirmiers, aides-soignants que j'ai pu rencontrer, il y en a 1 ou 2 avec qui ça s'est mal passé, mais les autres étaient extraordinaires, et c'est eux qui te boostent, c'est eux qui te font avancer vite ou pas. C'est les rencontres, en fait.
C'est marrant parce qu'on discute beaucoup des infirmiers. On parle moins des docteurs. Enfin, c'est quelque chose où c'est très médical et en fait, ça soigne et ce qui soigne l'âme et le cœur, j'ai l'impression que c'est plus les infirmiers, les kinés et les. Parce que le kiné, alors pour ma part, je voyais la kiné une heure par jour. Donc, et c'est elle qui t'apprend à, en gros, te déplacer, c'est-à-dire faire tes transferts, donc transfert fauteuil, lit, douche, enfin tous les transferts, etc. Elle te réapprend, elle te réapproprie le corps. Donc, le kiné, c'est essentiel. Mais il n'y a pas qu'elle. Alors, bien sûr que les médecins, ils viennent, mais ils regardent, ils vont venir une fois ou deux par semaine, de manière très rapide. D'ailleurs, c'est un peu comme dans les séries. Moi, ils arrivaient. Donc, aujourd'hui, je fais 1m30 sur mon fauteuil, donc je vois la vie d'en bas en contre-plongée et ils arrivaient à 7-8 dans ma chambre en blouse à parler de moi. Alors le corps kiné, le corps infirmier, le corps psy, etc. Ils arrivent en 10 minutes, ils font le tour de ton corps et ils partent. Et donc c'est très froid, on va dire, même si moi je les aimais bien et que ça se passait bien. Alors que les infirmières, c'est comme la kiné, on les voit tous les jours. C'est eux qui, parce que moi pendant des mois et des mois, on m'a donné la douche au lit. Enfin, il y avait pas de douche d'ailleurs, on me lavait au lit. Au bout de 2 mois, j'ai eu le droit à une douche par semaine. Donc tous les jours, ils venaient, ils te font la toilette au lit. Et ce moment-là, il est assez long. Généralement, c'est donc toilette, ça concerne tout. Donc ça dure au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Donc tous les jours, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, tu es avec des aides-soignants et infirmiers. Et c'est le lien qui se crée. C'est là où du coup les infirmiers et les aides-soignants sont plus présents dans ta vie que les docteurs. Même si les docteurs sont importants, mais oui, je rebondis un peu à ce que Cécilie a dit. En fait, oui, les médecins, en fait, c'est des acteurs très importants dans le milieu des soins parce que c'est eux du coup qui prescrivent les médicaments, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui posent un diagnostic médical. C'est eux qui sauvent les vies. C'est eux qui sauvent les vies, exactement. Donc, c'est vraiment des acteurs très importants. Et puis, notamment, on travaille beaucoup, nous, en tant qu'infirmières, on travaille aussi beaucoup avec les médecins. Donc, eux, c'est eux qui nous prescrivent des choses et c'est nous qui, en fait, on est leur petite main, quoi. C'est nous qui, les infirmiers, c'est nous qui faisons les soins, voilà. Mais voilà, en faisant les soins, comme a dit Cécilia, on passe du coup beaucoup plus de temps avec le patient. Du coup, on crée ce lien justement avec le patient et la famille, bien sûr. Et après, les médecins, faut pas non plus trop leur en vouloir parce que malheureusement, c'est leur métier qui fait que on est en manque de personnel soignant. Il y a pas beaucoup de médecins en France, donc ils essayent justement de soigner le maximum de personnes dans la journée. Donc, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, et heureusement aussi qu'il y a des aides-soignants, des infirmiers, des kinés qui sont là aussi pour prendre la relève au chevet du patient et de se dire oui, bon, le médecin a décidé, donc on doit le faire le plus simplement, enfin le plus vrai possible, le plus juste possible, et voilà. J'aimerais un peu savoir par rapport au fait de, là maintenant en tant qu'être humain et notamment en tant que femme surtout, post-accident, par rapport au regard des autres, au regard de l'homme, comment est-ce que tu te places? Est-ce que c'est... Voilà, c'est un autre podcast entier, ça. Disons que... alors, moi, j'ai pas disons que le regard de l'autre ne me gêne pas. C'est-à-dire que je vais dehors, j'ai aucun souci. Moi, je sais d'où je viens, je sais pourquoi je suis en fauteuil et pourquoi je suis comme ça. Et en fait, je suis plus heureuse d'être dans cet état-là parce que morte. Donc, je n'ai aucun souci à être en fauteuil. Après, j'ai le problème, je pense encore du regard de l'autre par rapport, voilà, j'ai plein de copines qui m'ont dit, ah, viens à la piscine chez moi ou on ira à la mer, et je me sens pas de me mettre en maillot, de montrer mon corps à des amis qui m'ont vu en plus avant, qui m'ont connue valide. Donc j'ai encore un rapport peut-être au corps un peu à travailler, quoi. Et quant à la relation masculine, on va dire, oui, c'est pareil, hein, je suis pas encore prête. Bon, moi, pour la petite histoire, j'ai mon copain qui m'a lâchement abandonnée. Je l'ai même jamais revu, en fait. À partir du moment où il y a eu l'accident, il est jamais revenu me voir. Donc, je mens. Parce que s'il entend ça, il va m'en vouloir. Il est revenu me voir, mais j'étais dans post-coma, donc je me réveillais, j'étais encore intubée, je délirais, donc il a pas pu venir me voir dans la salle, dans la chambre. Et après, il n'est jamais revenu pour le coup, alors qu'il avait l'occasion, il a jamais revenu. Donc moi, j'ai été un petit peu quand même abandonnée par lui. Donc je pense que ça joue aussi dans mon rapport à l'homme.
Là demain, si j'entame une relation, va falloir quand même que j'ai très confiance en cette personne, et surtout parce que c'est un nouveau corps que je vais lui montrer. Et c'est bon, bah je sais, comme je disais, je suis mutilée, hein, donc c'est violent. Hein, je sais pas comment la personne. Déjà, je me sens pas désirable. Parce que j'imagine un homme, ce corps que j'ai à lui offrir. Bon, bah, parce que il y a le corps, mais il y a tout ce qui va avec. C'est-à-dire que, alors, en tant que femme, on a la chance de peut-être pouvoir retrouver des sensations, normalement, du plaisir et autres, mais c'est pas gagné tout de suite déjà. Je connais des copines, elles ont mis 2 ans, 3 ans, 4 ans à retrouver du plaisir. Donc bon, bah quand on est l'homme, ça peut être compliqué de se dire j'y vais, mais je ne sais pas si elle va kiffer. Et puis l'appréhension, moi, de me dévêtir et que cet homme voit ce corps et que finalement il est pas prêt à le toucher, voilà, à se l'approprier. Donc moi j'ai encore un rapport un peu particulier et du coup j'ai rencontré j'ai fait des petites dates, mais sans lendemain, juste un petit café comme ça. Bon, je suis pas encore prête, je pense. Mais j'ai un rendez-vous avec une sexologue bientôt, donc je vais voir un petit peu comment je peux passer le cap, quoi. Mais ça, d'ailleurs, c'est un sujet où je me dis, parce que moi, j'ai fait la demande quand j'étais en centre de rééducation à parler avec un sexologue. Mais ça, on ne nous en parle pas. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que la sexualité, tout d'un coup, il n'y a plus rien, quoi. On ne parle pas de ça. Or, c'est très important. C'est pour ça que entre paraplégiques, on en parle parce que c'est très important d'avoir le retour le témoignage de quelqu'un. Est-ce que ça marche? Comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, on fait plus. Moi, je sais que je ne ferai plus l'amour de la même manière. Donc, il faut bien qu'on me dise comment faire, en fait, entre guillemets. Et c'est un sujet encore un peu tabou, je trouve, la sexualité chez les personnes en situation de handicap. C'est vrai que ta maladie et sexualité, j'ai l'impression que ça a toujours été quelque chose de complètement tabou, alors que effectivement, quand on voit tous les accidentés de la route, tout ça et tout, et là, parce que nous, on se connaît bien, donc j'étais venue te voir aussi à l'hôpital, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de nos âges. Et en fait, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas un sexologue, quelqu'un spécialisé, en fait, qui passe pour aborder ce sujet qui est primordial. Il passe pas automatiquement. Il faut faire la demande. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas faire la demande. Par contre, faut pas se leurrer. Dans les centres de rééducation, c'est un camp de vacances, hein. Il y a beaucoup d'histoires, d'ailleurs, entre aide-soignant ou infirmier et patient. Il se passe pas mal de trucs entre patients aussi. Enfin, c'est vraiment un peu comme des colonies de vacances, hein. Parfois. C'est parce que en fait, en tant que soignant, quand un blessé vient à l'hôpital pour se faire soigner, on pense pas vraiment à sa sexualité. On pense d'abord à lui sauver la vie, à le soigner, à l'aider lui et sa famille. Que ça lui voilà, que mais ça, d'accord, en fait. à l'hôpital, mais en centre de rééducation. Quand on me réapprend oui. tu vois, à vivre, entre guillemets, oui. Là, pour moi, ça devrait être vital. Clairement. Et ça devrait pas être une demande de ma part. On devrait, surtout que les gens, comme tu dis, ils osent pas, en fait, hein. Ils osent pas se demander et de peur, justement, d'être jugés et voilà, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie quotidienne, on va dire, hein, le sexe. C'est normal. Et puis c'est important parce que c'est des questions, c'est plus moi c'est à partir du nombril où il y a plus rien qui marche, donc même tout le reste c'est une nouvelle manière de faire. Donc est-ce que ça la question de savoir est-ce que je peux reprendre du plaisir ou quoi, c'est important de le savoir. Les hommes en plus c'est différent des femmes. Ça dépend aussi de ta lésion. J'ai appris que plus ta lésion est basse, moins t'as de chances de retrouver du plaisir. Donc c'est il y a paradoxalement, alors j'aurais pensé l'inverse moi. Après ça dépend aussi c'est propre à chacun, hein. Donc là il y a pas de règle. Il y a des gens qui peuvent tout de suite retrouver du plaisir ou pas, mais c'est vrai que c'est important. C'est important ce sujet et je trouve qu'on y consacre peut-être pas encore trop de temps. Ouais. C'est assez tabou encore. Tout à fait. Par rapport aux émotions, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec l'accident par rapport à ton rapport à ton corps évidemment et avec tes émotions, avec ton être? Est-ce que tu te sens plus connecté avec tes émotions? Est-ce que ça En fait,
Je sais pas si c'est l'accident, si c'est l'âge aussi. Bon, l'accident, je pense que Tu ça peux a dire l'âge que changé. tu as parce que du Oui, coup, pardon, j'ai 42 ans et j'ai eu mon accident à 40 ans. Et je pense que 40 ans, c'est un moment charnière pour une femme aussi. On commence à mieux se connaître, mieux s'accepter. Moi, j'ai pas mal réfléchi de 30 à 40 ans sur beaucoup de sujets sur la vie, mon rapport à la vie, mon rapport au corps, etc. Donc c'est vrai que l'accident accélère tout ça aussi. Bien évidemment, ça sera pas comme avant, mes émotions, je suis peut-être plus à fleur de peau. Après moi, je suis hypersensible, je l'ai toujours été, mais peut-être que je m'écoutais moins et je laissais moins libre, à mes émotions, libre cours à mes émotions et donc bien sûr que tu as des émotions qui sont beaucoup plus, je suis beaucoup plus exacerbé. exacerbée, à fleur de peau, on va dire, mais je les accepte. Je les accepte parce que de toute façon, je suis en train de me dire que je vis quelque chose qui est complètement improbable, complètement surréaliste, parce que des fois, j'y pense encore, hein. Au bout de 2 ans, je me dis: «Mais ce que je vis, c'est surréaliste». C'est-à-dire que je n'aurai pas de fin. C'est pas Je vais pas me réveiller, c'est pas un rêve, je vais pas me réveiller, tout d'un coup, retrouver la vie que j'avais avant. Moi, tout a été chamboulé et donc c'est vrai que il faut l'accepter et pour l'accepter, il faut accepter aussi l'émotion qui vient. Donc quand, quand j'ai l'émotion, un surplein d'émotions, mais ça peut être positif aussi, hein. Il y a des fois, je suis chez moi et puis je sens que j'ai les larmes qui arrivent, mais pas de tristesse, je suis pas là en train de me plaindre sur mon sort. C'est juste, le fait d'être, heureuse d'être en vie et ça m'émeut et tu vois? Ou d'être, heureuse d'avoir, tant d'amour autour de moi. Moi, j'y pense souvent à tous mes amis, qui ont été là, toute ma famille. Alors à part mon petit ami qui a été, voilà, comme il a été, mais sinon j'ai eu, tellement d'amour autour de moi, heu, que, tu vois, j'en parle, ça m'émeut parce que c'est beau, je m'imaginais pas être aimée autant. Et les questions qu'on peut se poser un peu, oui, je sais pas si on m'aime, je sais pas si, que je pouvais me poser moi parce que j'avais des doutes. Là, en fait, je suis apaisée par rapport à ces questions parce que je sais et ils me l'ont montré et ils continuent à me le montrer tous les jours, mes amis, même des gens que je connais peu, ils sont là, ils sont présents et en fait, des fois, j'ai tellement d'amour que ça m'émeut. Et ça me rend, heureuse, mais donc j'en pleure. Donc en fait, je laisse venir mes émotions. Je veux pas me battre contre mes émotions. Pendant très longtemps, je me suis battue contre mes émotions. Comme j'étais hypersensible, je voulais pas montrer que je l'étais, donc j'étais même à limite à un roc. Mais en fait, aujourd'hui, je m'en fous. Je les aide, ces émotions, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait la vie. Il y a peut-être un rapport du coup, comme tu es obligé d'écouter ton corps ou d'être vraiment à l'écoute de choses même qu'il ne te dit pas, ton émotionnel, suit. J'ai l'impression que c'est assez connecté donc du coup, tu Oui, je pense. Et puis, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, mon rapport au corps, ce corps qui ressemble plus à un corps, entre guillemets «dit normal», hem, en fait, il m'a sauvée, il a été extraordinaire. Donc j'ai aussi je suis beaucoup plus bienveillante envers, lui. Avant, j'étais dure envers mon corps. Heu alors qu'aujourd'hui, il m'a sauvée, donc du coup, je veux pas, tu vois, quand là, j'ai là-bas une grosse brûlure, donc sur la cuisse, je suis, ça me fend le cœur, en fait, parce que je me dis: «Ah, je lui fais du mal sans le savoir», parce que je ne ressens pas cette douleur. Donc finalement, on pourrait dire: «Bah, c'est pas très grave, j'ai pas mal». Mais rien que de voir qu'il est blessé, ça me fait mal au cœur parce que je me dis: «Mais» c'est comme, en fait, si je voyais quelqu'un qui avait une blessure, comme moi je le ressens pas, j'ai l'impression que c'est le corps de quelqu'un d'autre, donc je suis beaucoup plus bienveillante envers c'est lui. intéressant ce que tu dis parce qu'on a tous tendance à être, bienveillante avec les autres, à donner des très bons Mmh. conseils avec les autres quand on les voit dans des situations difficiles et c'est fou qu'on n'arrive pas forcément à le faire avec, nous-mêmes, au Mmh. quotidien parce que on est censé être notre meilleur ami et prendre énormément soin de nous et c'est vrai que souvent on a un petit peu de mal à le faire. C'est le problème. Moi, tu vois, je faisais pas attention et le fait donc de ne pas sentir, j'ai l'impression que c'est un autre corps. Et comment est-ce que tu arrives enfin, ton quotidien, par rapport à donc toi, tu es photographe, réalisatrice, est-ce que c'est des choses que tu continues à faire? Est-ce que tu as changé ta façon de vivre ta créativité? Est-ce que c'est un outil, Alors ça, c'était vraiment mon crève-cœur. En fait, quand j'ai eu l'accident, bon, moi j'ai toujours été très très indépendante. Depuis que je suis toute petite, je voulais faire du cinéma, l'image, de la création et autres. Et j'ai tout fait pour mes études. Je suis montée à Paris, j'ai fait des stages. Voilà, j'ai tout fait en fonction. Et c'est vrai que l'accident
fait que je ne peux plus travailler comme je travaillais avant. Comment faire pour le futur? Alors là, aujourd'hui, je suis encore en arrêt maladie. C'est très compliqué pour moi de travailler, mais j'essaye de faire quelques petits autoportraits, notamment d'ailleurs mon sujet, ça devient mon accident, mon corps et autres. Donc ça, même si c'est Dans les photos, tu dis? ouais, les photos, mes autoportraits, c'est compliqué à le faire. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'en faisais déjà avant, en fait, des autoportraits, pas sur le même sujet, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de faire un autoportrait, parce que je suis toute seule, il faut que je sorte la lumière toute seule, tout est lourd, tout est compliqué. Je me suis retrouvée, des fois, bloquée parce que j'avais mis les lumières et avec un fauteuil, on veut pas dépasser les trépieds. Donc j'étais bloquée dans ma pièce, avec mes lumières autour. Donc c'est une autre manière de travailler et puis c'est beaucoup plus, difficile. Mais j'ai la chance, je pense, d'avoir la création, l'art dans mon cœur et dans ma vie. Et ça, par exemple, avant mon accident, j'avais repris le dessin parce que ça me manquait. J'avais envie j'avais refait une formation d'illustratrice. Et là, depuis que j'ai eu l'accident, je dessine beaucoup. Et c'est vrai que quand je dessine, de créer, encore une fois, moi, j'ai l'art dans mon cœur depuis que je suis petite. J'aime tellement ça. Mais de créer, c'est un exutoire, c'est ça m'aide énormément. Déjà, je pense plus à rien, j'oublie mon handicap et je suis dans le dessin et je m'éclate et ça me fait du bien. Et puis j'écris aussi. En fait, depuis que j'ai eu mon accident, j'ai pensé, il faut que je fasse une BD. Il faut que je raconte le monde du handicap à travers mon histoire parce j'ai découvert un monde qui est complètement parallèle. Quand on ne connaît pas, qu'on n'a pas lieu de connaître le handicap, on s'imagine pas tout ce monde-là. Mais il est vraiment à part et il y a beaucoup de choses à dire. Et j'avais envie un petit peu de faire connaître ce monde, mais à travers une BD, parce que je trouve qu'on peut aborder certains sujets durs, mais de manière beaucoup plus légère peut-être. Moi, j'ai envie de mettre de l'humour. J'ai envie, d'aborder tous les sujets sans tabou. Et puis en fait, en écrivant ma BD, j'ai commencé à écrire et en fait, ça se transforme un peu en mémoire. Donc j'ai les deux projets là, un peu mes mémoires. Alors je sais pas ce que je vais en faire, mais déjà pour pas oublier mon histoire, parce que avec le temps, on oublie un petit peu certains détails et je trouve que c'est important de s'en rappeler. Moi, j'ai pas envie d'oublier par quoi je suis passée, parce que c'est important. J'ai rencontré aussi des gens tellement extraordinaires et puis j'ai tellement de bienveillance autour de moi. J'ai envie de leur rendre hommage aussi et de m'en rappeler. J'ai pas envie d'oublier tous ces gens que j'ai rencontrés, qui ont été incroyables, qui m'ont aidée. Donc en gros, voilà, j'essaye de travailler là-dessus. J'écris, je dessine. Je verrai un petit peu où ça me mènera, mais ça me fait beaucoup de bien. De toute façon, l'art, c'est intrinsèque. Moi, je suis une passionnée depuis que je suis petite, donc il était hors de question que je mette ça de côté parce qu'un idiot a roulé trop vite et m'a percuté. Enfin, tu vois, et a chamboulé toute ma vie. Ça, c'est impossible. C'est trop. J'ai été prête à tirer un trait sur beaucoup de choses, mais je peux pas tirer un trait sur l'art. Et je sais que la photo, la vidéo, les films, je continuerai à en faire. Pas de la même manière, je ne pourrais pas, bien évidemment. Ce sera peut-être plus douloureux, mais des fois, dans la contrainte aussi, c'est là où sortent les meilleures idées et enfin peut-être pas les meilleures, mais en tout cas c'est intéressant la contrainte et je sais que je continuerai et ça me fait du bien. C'est salvateur un peu. Mais on a hâte en fait de voir cette BD sortir. Si des éditeurs nous écoutent, on a tous les contacts de Cécilia, il y a aucun problème. Bon, c'est pas pour tout de suite parce que ça prend du temps, mais ouais, j'ai hâte aussi. En tout cas, ça me plaît. Ce processus de création, ça me plaît. Je retrouve l'excitation de créer comme j'avais avant mon accident et ça m'aide beaucoup. Est-ce que on en arrive presque à la fin de l'émission. Moi, j'ai envie de vous dire merci parce que d'avoir ouvert en fait. Je pense que les personnes à qui c'est pas arrivé et qui qui ne sont pas confrontées ni à des infirmiers ni à la maladie voient ça comme quelque chose d'extrêmement noir. Et merci de nous l'avoir rendu extrêmement lumineux à vous entendre. Ça,
Mais c'est très joyeux, hein. Enfin, même bien que ce soit Oui, mais difficile, pour ma part, en tout cas, parce que c'est pas vraiment une maladie. Donc, maladie, c'est encore différent. Mais en tout cas, dans les centres de rééducation, on rigole entre nous. Quand je dis que c'est un centre de vacances, c'est un peu ça, hein. On est un C'est une peu le deuxième même âge, famille. deuxième famille. On se fait des nouveaux copains. Il y a Mm. un film qui est génial d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller voir. C'est Patient de Grand Corps Malade, Ah, j'ai vu. qui lui-même est tétraplégique. Et moi, pour avoir vécu plusieurs mois dans un centre de rééducation, c'est totalement ça, hein, j'ai vécu. Et ça en dit long. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout de pathos dans ce film. Et ça aborde très bien le sujet. Et je pense que ça dédramatise, parce que les gens, moi je sais que les gens m'arrêtent dans la rue soit pour me demander ce que j'ai, soit pour me dire ah bravo, vous êtes merveilleuse, etc. Parce qu'ils se fantasment le handicap un petit peu. Ils ont peur et c'est vrai qu'ils connaissent pas, donc ils appréhendent, ils savent pas et en fait c'est pas si dramatique que ça. C'est dur, hein, je dis pas, ça c'est dur, mais il y a des moments d'extrême joie également. Tout n'est pas sombre. Oui, puis même Olfa qui s'occupe des personnes âgées, il y a quelque chose qui est aussi en dehors du handicap, il y a quelque chose où on se dit ah là, les infirmiers, là mon Dieu, le travail, ça doit être atroce et tout. Et en fait, quand on t'entend en parler, c'est que du lien. En fait, oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on se rend compte en tant que soignant, en tant qu'infirmier, c'est que et en fait, c'est ça aussi qui est magnifique, c'est le fait de pouvoir partager justement un petit moment de la journée avec eux, de boire le café avec eux et de rien que discuter, ça fait partie aussi. Ça éblouit, on va dire, leur journée et aussi ma journée. Voilà. Et donc toi, Cécilia, il y a quelque chose que tu as envie de dire encore Il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être une chose essentielle, c'est que c'est vrai que quand on vit un accident comme j'ai vécu, et puis donc une paraplégie, une amputation, c'est dramatique. Mais en fait, moi, depuis 2 ans, j'ai vécu des moments qui sont également extraordinaires. Alors, des moments très durs, c'est dur, mais par contre, j'ai vécu des moments incroyables, notamment par la rencontre de gens extraordinaires, que ce soit les aides-soignants ou même dans les associations, des gens qui s'investissent. Et là, je suis partie en croisière, en traversée en Corse pendant 11 jours avec des pompiers, parce que c'est une association, on était 2 catamarans. La vie ne s'arrête pas quand on a un accident. Les gens pensent ça, mais en fait non, la vie ne s'arrête pas, et au contraire, je dis pas que ma vie est plus belle qu'avant. Certains le disent, moi non, ma vie elle était extraordinaire. Avant, je l'adorais, mais en tout cas, aujourd'hui, elle n'est pas moins belle. Ça, c'est sûr. C'est beau. C'est beau, plein d'espoir. C'est comme toi, ma Cécilia, c'est beau et lumineux. Ne pas s'isoler, de parler à des gens. Et il y a beaucoup de personnes, dans les associations, des bénévoles, et ça c'est très important, je pense, pour il faut pas avoir peur de demander de l'aide ou de demander conseil. Oui, c'est ça. On espère en tout cas que votre témoignage aura apporté de l'aide peut-être à certaines personnes, et en tout cas aura apporté de la joie et de la douceur aux gens à tout le monde en fait. Angelica, tu veux dire un dernier mot? Oui, je voulais dire merci à vous deux d'avoir partagé ça avec nous, et c'est une belle leçon d'humanité. Et effectivement, je suis contente qu'on puisse saluer les infirmières et ce métier merveilleux et fou que vous faites, et de voir la joie de vivre post-accident de Cécilia, et de se dire que voilà, c'est toujours le début de quelque chose, c'est jamais la fin. Et merci à vous d'avoir partagé votre humanité, votre sensibilité avec nous. Merci à vous surtout de nous avoir permis de nous exprimer. C'est ça. Et c'est un plaisir. En tout cas, ce fut un plaisir de pouvoir m'exprimer, de pouvoir un peu apprendre mon métier aux personnes qui vont justement écouter ce joli podcast. Merci de nous avoir accueillis. Bon, alors, à la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.